All right. Ben, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a eu une excellente discussion ce matin. Puis il peut sembler que le Canada, en comparaison, ben, c'est pas particulièrement intéressant. Il se passe pas grand-chose. Puis c'est vrai que maintenant que les Oilers et les Maple Leafs sont éliminés, il se passe vraiment pas grand-chose. Mais donc, notre document de perspective s'appelle « Le malaise avant la tempête », qui exprime le fait que tout le monde sait que quelque chose tourne pas rond. De la colère, du cynisme. Mais il faut avoir du recul aussi. Puis voir que la situation s'en va vers une tempête. Je lisais un article ce matin du Globe and Mail. C'était ce qu'ils appellent leur Financial System Review annuel. D'ici à 2026, tout le monde va devoir renouveler ses paiements hypothécaires. Ils vont monter entre 20 et 40 % les paiements mensuels. Puis on se rappelle qu'il y a un Canadien sur deux qui a 200 $ de ne pas être capable de payer ses dépenses. C'est ça qu'on veut dire par la tempête qui arrive. Mais il faut aussi réaliser que les premières secousses ont eu lieu. On en a parlé ce matin, une grève illégale en Ontario, puis une menace sérieuse de grève générale. C'est une anticipation des luttes qui s'en viennent. Puis on vient de vivre la plus grosse grève en 30 ans dans la fonction publique fédérale, avec des piquets de masse, des centaines de travailleurs au rassemblement, les ports qui étaient perturbés, l'aéroport, les douanes, et des jeunes travailleurs frustrés de leurs conditions, de leur salaire. Puis une expérience incroyable pour nous aussi en tant qu'organisation. Mais c'est ce genre d'expérience-là qu'on va accumuler dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie, cette grève-là? C'est intéressant de regarder qu'est-ce que ça signifie pour les capitalistes. Le Globe and Mail disait, le 1er mai, « La plus grande grève du secteur public de ce pays a eu lieu à ce moment-là pour une raison bien précise. Elle reflète des frustrations salariales plus larges dans l'ensemble des secteurs d'activité. La grève marque le début d'un mouvement plus large. Les travailleurs en ont assez d'être traités avec condescendance lors des discussions salariales, d'avoir à supporter des diversions et autres excuses au lieu de conversations directes et honnêtes. Les employeurs qui n'en tiennent pas compte le font à leur risque et péril. D'autres grèves se profilent à l'horizon. » Donc, c'est ça la situation. Puis les bourgeois les plus intelligents le savent que les travailleurs sont pressés comme des citrons. Puis on est d'accord avec l'idée que la grève marque le début d'un mouvement plus large. Mais comment on est arrivé à cette situation-là? C'est pas un hasard, la grève en Ontario, celle de la FPC. Vous savez, déjà, on a publié le brouillon des perspectives dans notre journal, parce que vraiment, la grève de la FPC confirmait ce qu'on expliquait dans le document. L'inflation, c'est le moteur des luttes de classe en ce moment. Prenez les travailleurs de la FPC, par exemple. Leurs salaires réels n'ont pas augmenté depuis 2007. Puis dans le secteur public en particulier, les travailleurs sont prisonniers de mauvaises conventions collectives. Fait que leurs salaires réels ont drastiquement baissé depuis 2-3 ans. C'est comme ça en général aussi. En 2022, les salaires ont augmenté de 5,1 % et l'inflation de 6,8 %. Puis elle ne baisse pas tant que ça, en fait. Les chiffres sont sortis la semaine dernière pour avril. Puis l'inflation a augmenté pour la première fois depuis juin passé. Ça, c'est une recette pour la lutte des classes, l'inflation élevée. Les gens peuvent ressentir partout que les choses vont pas bien. Il y a eu 1,5 million de visites dans les banques alimentaires en mars. C'est 35 % de plus qu'il y a 4 ans. Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, la ville de Toronto a déclaré l'état d'urgence sur l'itinérance. Il y a 120 personnes chaque nuit qui se font revirer de bord parce qu'il n'y a pas de place. Puis l'inflation, elle est généralisée, mais regardez le prix des logements en particulier. C'est une flambée. Puis pour profiter de la hausse, mais les proprios sont de plus en plus agressifs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une histoire à London, en Ontario. Une madame de 83 ans s'est fait donner un avis d'éviction le jour de sa fête de 83 ans. C'est ça qui met le feu sur le dos des histoires comme ça. Si c'était la seule raison pour lutter pour le communisme, ça serait suffisant. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'autre bout du spectre? Vous connaissez peut-être Galen Weston, maintenant? Le propriétaire de l'Oblaz, qui est sous-payé, il paraît. C'est ça que son conseil d'administration a dit, qu'il a eu une augmentation de 1,2 million de dollars l'année passée. Mais il n'est pas le seul. Le salaire des PDG a augmenté de 31 %. C'était en 2021. On peut rire de ces histoires-là, mais le genre d'inégalité grossière qu'on voit, mais tout le monde s'en rend compte. Ça augmente le cynisme, la frustration. Mais avec l'inflation, les capitalistes réalisent que l'inflation, c'est un problème. C'était le directeur de la Banque du Canada qui a dit que ça érode le tissu social. Puis un de leurs rares outils, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Ils ont augmenté de 0,25 % à 4,5 %. Donc, c'est plus cher d'emprunter de l'argent puis de rembourser des dettes qui existent déjà. Mais les travailleurs sont déjà plus endettés que jamais.
Pour chaque dollar de revenu, ils ont 1,83 $ de dette. Puis avec la montée des taux d'intérêt, c'est les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, les paiements de chars, tout ça augmente. Tu as l'inflation d'un côté, puis l'augmentation des coûts de l'autre. Le coût des dettes, spécifiquement. On voit déjà une augmentation des faillites personnelles d'individus, de familles. En janvier cette année, il y a eu 9000 personnes qui ont été considérées insolvables. C'est 33 % de plus que l'année passée. Mais l'autre facteur avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça décourage l'investissement et ça risque de provoquer une récession. Et presque tous les experts s'entendent que ça va venir dans l'avenir proche. Et ça égale des pertes d'emploi puis d'autres souffrances pour les travailleurs. Tu as l'inflation d'un côté, l'augmentation des dettes et des paiements de l'autre, puis le chômage comme troisième élément. On dit souvent que le Canada a évité le pire de la crise de 2008. L'austérité n'était pas aussi pire que dans le sud de l'Europe, en Grande-Bretagne, tout ça. Puis c'est vrai, c'est le cas. Mais cette fois-ci, c'est différent à plusieurs égards. La dette publique au Canada a massivement augmenté. En fait, si on met le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ensemble, la dette était 1100 milliards en 2008. Puis c'est rendu 2100 milliards. Ça a doublé. C'est où que ça a le plus augmenté? C'est en Alberta, par 197 % depuis 2008. Et donc, c'est une dette qui est de plus en plus insoutenable. Les capitalistes demandent que les déficits cessent. Ils demandent la fin, plutôt le tournant vers l'équilibre budgétaire. Et ce qui est un autre mot pour l'austérité. L'austérité va venir tôt ou tard. Les coupes sous prétexte de rembourser la dette ou stopper l'endettement. Puis on en a déjà eu un avant-goût avec la grève de la FPC. Ils nous ont cassé les oreilles avec ça pendant tout le long. « Ah, on n'a pas d'argent pour les travailleurs. » C'est exactement le même discours qu'on entendait dans la grève de 2012, la grève étudiante. Pas d'argent pour les travailleurs, pas d'argent pour les jeunes, pas d'argent pour les salaires. Puis en passant, les plus réactionnaires de la classe capitaliste canadienne pensent que la FPC a gagné la grève, que 3 % c'est trop. Tous les travailleurs vont demander 3 %. Imaginez, donc c'est la rigueur budgétaire, l'austérité qui s'en vient. Puis on le voit déjà dans le récent budget libéral. Puis ils doivent jouer les équilibristes, ils doivent aller chercher l'appui du NPD. Mais donc c'est un budget déficitaire, oui, mais avec des coupures. Des coupures de 30 % aux bourses étudiantes, puis des coupes qui affectent la stratégie nationale de logement, pour le logement social. Mais donc, c'est pas encore le gros de l'austérité, mais le début d'un aperçu de ce qui s'en vient. Puis donc, l'idée d'une discussion sur les perspectives, sur l'économie, pas de prédire exactement ce qui va se passer ou quand, mais c'est plutôt d'évaluer c'est quoi l'impact des changements économiques sur la conscience de la classe ouvrière, les conséquences sur la lutte de classe elle-même. Et on sait tous que le Canada a un État-providence plus généreux qu'ailleurs. Puis ça a permis à la classe dirigeante, pendant longtemps, d'avoir une base économique pour une certaine paix entre les classes. Mais c'est une base qui s'amincit, qui s'érode. Puis toutes les difficultés économiques qu'augmentent, les inégalités, la frustration, mais ça amène un rejet du statu quo, un rejet des institutions qui existent. Puis il faut noter le changement depuis mars 2020. Il y avait eu une vague d'unité nationale. C'est fini cette époque-là. Il y a 2/3 des Canadiens qui pensent que le pays est brisé. Trudeau est plus détesté qu'il n'a jamais été. Je ne sais pas si vous avez... Le changement n'est peut-être pas apparu sur les 20 $ encore, mais il y a un nouveau roi. Mais même la monarchie est plus impopulaire que jamais au Canada. Il y a 60 % des Canadiens qui ne veulent pas reconnaître Charles III. Puis la crise affecte les politiciens en général, la crise de confiance. Il y avait des sondages en 2021 sur la confiance envers les leaders. Les politiciens avaient 39 % de confiance. Aujourd'hui, c'est 33 %. Les gouvernements, 52 % en 2021, 43 % aujourd'hui. Puis on voit que les gens ne sont pas satisfaits des gouvernements actuels. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour les options de rechange non plus. Puis un des phénomènes que ça fait déjà plusieurs années qu'on analyse, une des manifestations les plus importantes du rejet du système, c'est la polarisation politique, à gauche et à droite. Puis à droite, on voit que c'est plus organisé, c'est plus visible. Il y a eu le Parti populaire de Maxime Bernier, le Convoi de la liberté il y a 1 an et demi, puis maintenant la montée de Pierre Poilievre. Puis les gens de gauche démoralisés, ils voient juste la droite. Ils plaignent de la soi-disant montée de la droite. Mais camarades, c'est important de se rentrer ça dans la tête. C'est qu'il y a une polarisation à gauche aussi, qu'elle est même plus importante. Le fameux sondage qu'on a beaucoup cité depuis qu'il est sorti, 13 % des jeunes soutiennent le communisme au Canada. C'est 1 million de personnes. Ça se passe alors qu'il y a aucune force communiste de masse. Et puis ça, camarades, c'est notre cible, ce pool de gens-là. Ce sondage-là, c'est un signe immanquable de la radicalisation.
Puis ça devrait nous donner toute la confiance pour continuer notre travail. Et nos idées ont résisté l'épreuve du temps. Les idées communistes, elles s'en viennent vers la classe ouvrière et les jeunes. La crise qu'on voit n'affecte pas juste la classe ouvrière. Ça affecte toutes les classes, toutes les couches de la société. Puis c'est un des traits des périodes de crise. C'est une crise au sommet de la société. Puis aujourd'hui, on le voit dans les partis bourgeois qui existent, des fois dans des nouveaux partis, la montée du populisme de droite, qui est un phénomène mondial. Trump, Bolsonaro, Liz Truss. Vous vous rappelez de Liz Truss, oui? Mais un des dangers avec ces gens-là, du point de vue de la bourgeoisie, un des dangers, c'est qu'ils ne respectent pas les règles. Le décorum, les normes, les règles non écrites, ou les règles qui ne sont pas censées être utilisées. Puis ça contribue à l'instabilité. Puis avec un peu de retard, comme d'habitude, ça arrive au Canada. Et puis les règles normales de la Confédération canadienne sont de plus en plus brisées. On l'a vu en Alberta avec Daniel Smith, qui a passé la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Puis ça me fait bien sourire parce que je pense que c'est la première fois qu'on a un document de perspective où ça parle de souveraineté sans que ça ait rien à voir avec le Québec. Mais on le voit aussi en Saskatchewan, où le parti de Scott Moe a passé le Saskatchewan First Act, qui va permettre au gouvernement de Saskatchewan de décider ce qui est constitutionnel ou pas pour tout ce qui touche aux ressources naturelles puis à l'industrie du pétrole. Ce ne sera pas les tribunaux fédéraux qui auront le dernier mot. C'est similaire avec le Sovereignty Act en Alberta, où ils vont pouvoir défier les décisions des tribunaux fédéraux. Je ne sais pas si ça va vraiment se passer, tout ça, mais tu les vois tester les limites de la Confédération, ces gouvernements provinciaux-là. Puis un autre exemple, c'est l'utilisation sans cesse de la clause non-obstant, la clause dérogatoire. Au Québec, il y a François Legault et la CAQ qui essayent constamment de provoquer des conflits avec Ottawa. Ils ont utilisé la clause non-obstant pour protéger la loi 21 sur les signes religieux. Puis même chose pour la loi 96 sur l'utilisation du français. Donc pour protéger ces lois-là contre toute poursuite. Donc le Canada, c'est un pays assez bizarre, on va se le dire. Il y a des dynamiques très provincialistes, mais ça ouvre le potentiel de plus de conflits et de disputes entre le fédéral et le provincial, ce qui va rajouter à l'instabilité. Puis l'exemple le plus important, évidemment, de la clause dérogatoire, c'est Doug Ford en Ontario, évidemment, qui a protégé une loi spéciale par la clause non-obstant. Mais donc, je vais y revenir tantôt. Mais c'est quoi le problème avec tout ça? Non seulement ça viole les règles, ça amène de l'instabilité, ça délégitimise le système aux yeux des travailleurs. Si la droite utilise des méthodes antidémocratiques, si des gouvernements provinciaux peuvent refuser d'écouter le fédéral, pourquoi les travailleurs respecteraient les règles, eux? C'est ça le danger. Mais ça ne s'arrête pas du point de vue de la classe dirigeante, évidemment. Mais ça ne s'arrête pas là. La politique démocratique, c'est supposé être gentil, poli, pas trop extrême. Mais là aussi, les choses commencent à changer. Vous rappelez-vous de Erin O'Toole? Lui aussi, un personnage assez plate, je vous pardonnerai de l'avoir oublié. L'ancien chef des conservateurs fédéraux, qui a écrit un article il n'y a pas longtemps où il dénonce les militants conservateurs. Il dénonce leur drapeau F. Trudeau. Puis c'est vraiment intéressant comme article. Donc, il dit la chose suivante. « Monsieur Trudeau était mon opposant politique, mais pas mon ennemi. Ces drapeaux et la rhétorique hyper agressive qui les accompagnent sont tranquillement en train de normaliser la rage et d'endommager notre démocratie. » Puis après ça, il rajoute « Les extrêmes semblent profiter mutuellement de ce qu'ils recadrent le débat autour des motivations des leaders politiques. » Bon, ça, c'est pas important. Il dit que la base conservatrice va trop loin, puis il se plaint de la polarisation politique. Mais évidemment, il n'a rien à proposer. La polarisation, c'est un phénomène objectif, un résultat de la crise du capitalisme. Puis les gens veulent plus les messieurs en soute, les politiciens de carrière. Puis les drapeaux F. Trudeau de la droite, ben ça connecte avec une certaine colère. Mais justement, cette colère-là, qui grandit, en ce moment, c'est la droite populiste qui en profite, à commencer par Pierre Poilievre. Encore une fois, l'objectif d'une discussion de perspective, c'est se préparer à ce qui s'en vient. Puis une des possibilités réelles, c'est la venue de Pierre Poilievre au pouvoir. Mais donc, les libéraux sont minoritaires, on le sait. Ça serait surprenant qu'ils tiennent jusqu'en 2025. Et donc, une élection plutôt que ça est possible. Mais qui va profiter de la situation? Mais c'est qui dénonce l'élite financière au Canada, qui explique que la classe ouvrière est écrasée par l'inflation et qui dénonce sans détour le gouvernement Trudeau? C'est Pierre Poilievre. Le dernier sondage que j'ai vu, il est à 36 %. Les conservateurs se sont rangés derrière Poilievre. La seule affaire, le fun de ça, c'est qu'il a écrasé Jean Charest dans la course à la direction. Mais c'est pas si drôle que ça, parce que Poilievre, c'est pas joli non plus. Mais même Stephen Harper s'est rangé derrière Poilievre. Il a même dit que le populisme, c'était une bonne chose.
que les conservateurs avaient des racines dans le populisme de l'Ouest, notamment. Mais donc, devant la menace de Poilievre, il faut essayer d'imaginer ça va être quoi la dynamique d'une campagne électorale comme ça. Je ne sais pas si les camarades sont familiers avec le slogan ABC, l'idée du fameux vote stratégique. Donc, voter NPD par-ci, mais les libéraux par-là pour bloquer les conservateurs. C'était déjà la position de beaucoup de leaders syndicaux dans les récentes élections fédérales. Mais imaginez la force de cet argument-là, ou la pression de cet argument-là avec Poilievre. C'est à ça qu'il faut se préparer, camarades. Les arguments en faveur du moindre mal vont revenir en force. Il faut être la minorité qui refuse cette idée-là. Il y a beaucoup de similitudes avec 2016, quand Trump arrivait au pouvoir. Après 8 ans de Barack Obama, de désillusion, de colère contre lui. Puis Trump avait capitalisé pleinement là-dessus. Puis la candidature de l'establishment, c'était Clinton, qui avait l'appui d'à peu près tout le monde à gauche puis dans le mouvement syndical. Mais elle avait perdu. Puis on peut être certain que les dirigeants syndicaux n'ont rien appris de ça. Mais l'argument de bloquer Poilievre à tout prix va être fort. Il va falloir réexpliquer que des votes pour les libéraux, que les déceptions des libéraux au pouvoir, bien, c'est ça qui alimente des gens comme Poilievre. Que soutenir les libéraux contre Poilievre, ça prépare ultimement la victoire de gens comme lui. J'encourage les camarades à relire les articles même de l'époque de Trump, des camarades américains. Se refamiliariser avec nos arguments sur la politique du moindre mal. Mais donc, un gouvernement Poilievre, ça serait un choc. On le sait, c'est un libertarien. Il ferait la guerre aux travailleurs. Puis il ferait des mises à pied dans le secteur public, un programme généralisé d'austérité. Puis on peut être certain aussi que la gauche serait complètement démoralisée. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette humeur-là. Puis il n'y en a pas de raison de se décourager. Rappelez-vous, c'était quoi les 4 ans de Donald Trump au pouvoir? Vous rappelez-vous de la Women's March en janvier 2017? C'était le jour de l'inauguration de Trump. 4 millions de personnes dans les rues. C'était les plus grosses manifs de l'histoire des États-Unis en une journée à l'époque. 2018-2019, les grèves des enseignantes. En 2019, il y a eu le shutdown du gouvernement. Puis il y a une leader syndicale, Sarah Nelson, qui a appelé une grève générale. Puis ça suffit pour mettre fin au shutdown. Puis évidemment, le mouvement de masse après le meurtre de George Floyd était bien plus gros que les manifs Women's March. Je parle de tout ça parce que c'est important de ne pas avoir la mémoire courte, de se rappeler de ça. Puis oui, l'arrivée de Poilievre au pouvoir, ça serait un choc, mais ça ouvrirait une période de lutte de classe comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. On sait que la politique canadienne est très provincialiste, mais avec Poilievre au pouvoir, ça ouvre la porte à ce que ce soit la politique fédérale qui prenne les devants. Ça aussi, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Il faudrait remonter à 1976, quand il y avait une grève d'un jour à travers tout le Canada. 1,2 million de travailleurs contre les politiques de restriction de salaire de Pierre Trudeau. 11 millions de jours de grève perdus dans l'année 1976. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait voir. Donc, non, ce ne serait pas une occasion pour la démoralisation, une victoire de Poilievre. On va avoir confiance dans la classe ouvrière. Mais on n'a pas de boule de cristal, évidemment. Puis c'est possible qu'une campagne de peur contre Poilievre, ça fonctionne et que les libéraux restent au pouvoir. Mais il ne faut pas oublier toute la perspective économique dont on a parlé, où la classe capitaliste pousse pour l'équilibre budgétaire, l'austérité. On le dit souvent, les libéraux, c'est d'eux que vient la pire austérité fédérale de l'histoire du Canada. Fait que quoi qu'il survienne à un stade ou à un autre, c'est ça qui nous attend. Il y a une période excitante qui s'ouvre devant nous, camarades. Excitation-là, mais ça contraste vraiment beaucoup avec le NPD, où il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter. Puis si Poilievre est si près que ça du pouvoir, bien, la faute revient d'abord au NPD. Le NPD s'est complètement attaché au statu quo. On est dans une époque de polarisation, de radicalisation. Puis Jagmeet Singh se plaint de ça. Il a dénoncé la polarisation. Puis le NPD, c'est la principale force qui appuie le gouvernement Trudeau. On a déjà discuté l'année passée, au courant de l'année, l'entente entre les libéraux et le NPD. Mais plus le temps avance, plus on voit que ça fait juste inviter la moquerie, cette entente-là. Stephen Harper, par exemple, a dit la chose suivante. Seul Jagmeet Singh pourrait entrer dans une pièce avec Trudeau et en ressortir avec un accord où il n'obtiendrait rien. C'est pas particulièrement gentil, mais c'est pas faux non plus. Puis une des principales justifications du deal avec les libéraux, il disait que ça allait permettre d'avoir un régime pharmaceutique universel, un pharmacare. En fait, non, il a demandé que juste les libéraux établissent un plan pour pharmacare. Puis même ça, les libéraux l'ont pas fait. Puis le NPD continue de les appuyer. Le NPD s'est complètement rangé derrière l'impérialisme canadien sur l'Ukraine. Puis généralement, je l'ai dit, c'est Poilievre qui parle de classe ouvrière. Mais Jagmeet Singh en a parlé récemment. Puis il a dit la chose suivante. En tant que leader d'un parti ouvrier, nous soutiendrons une augmentation du financement de l'armée afin de donner aux ouvriers militaires les outils dont ils ont besoin. La seule référence à la classe ouvrière dans la bouche de Jagmeet Singh,
C'est pour justifier des dépenses militaires. Ça s'invente juste pas, ça. Dans ce contexte-là, à quoi sert le NPD fédéral? Puis dans une nouvelle élection, qu'est-ce qui justifierait de voter pour eux? À moins d'un gros changement, c'est pas une perspective qui gagne beaucoup dans une élection proche. Donc, la direction du NPD défend le statu quo, essentiellement. Mais combiné à ça, on voit une répression dans le parti, où ils se débarrassent des voix dérangeantes, de quiconque est moindrement trop socialiste pour eux. On l'a vu avec Jessa McLean, en Ontario, qui est une socialiste, qui était candidate à la présidence du parti il n'y a pas longtemps, qui est constamment harcelée par le leadership du parti, puis qui a été expulsée pour antisémitisme. Évidemment, on connaît cette recette-là, on l'a déjà vu quelque part. On l'a vu en Colombie-Britannique, au BC, avec Anjali Appadurai, une militante environnementaliste, je crois qu'elle se dit socialiste aussi, qui avait entraîné 10 000 nouveaux membres dans le parti, qui a été disqualifiée de la course au leadership sur un faux prétexte. Puis, elle était une menace à la bureaucratie du NPD, qui est au pouvoir, by the way. Puis le NPD au BC a trahi les Autochtones, les environnementalistes, puis même attaqué les travailleurs du secteur public, qui est sa base historique. Fait que dans ce contexte-là, je pense pas qu'on doit s'attendre à ce que la colère des jeunes, des travailleurs, s'exprime dans le NPD à court terme. En fait, même si les jeunes voulaient s'impliquer, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Dans quoi tu peux t'impliquer? Il n'y a rien. Un exemple important, c'est l'Alberta. L'Alberta, on peut pas le dire assez, il y a une crise totale dans la province depuis au moins 4 ans. L'idée d'une grève générale était dans l'air il y a pas longtemps. Le gouvernement de l'UCP était complètement discrédité. Donc, des privatisations, un scandale après l'autre. Puis le chef Jason Kenney qui a été tassé par la droite de son propre parti. Puis il y a l'élection qui s'en vient la semaine prochaine en Alberta. Ça devrait être une victoire facile pour le NPD. Il n'y a pas de meilleure situation que les 4 ans de scandale de l'UCP. Mais malgré ça, les deux partis sont nez à nez dans les sondages. C'est pas clair qui va gagner. Ça, c'est parce que Rachel Notley et le NPD est organiquement incapable de connecter avec la colère. Et donc, elle passe son temps à essayer de convaincre les capitalistes qu'elle va bien gérer le système. Elle a dit qu'elle allait mener un gouvernement stable et sans surprise. Il y a un article récent du National Observer. Puis le titre de l'article, c'est Rachel Notley, la vraie progressiste conservatrice. Pas tout à fait faux. Il y a des anciens progressistes conservateurs qui ont endossé ouvertement Rachel Notley. Un ancien député conservateur qui fait du porte-à-porte pour Rachel Notley. On l'a mis dans le dernier journal, une pub du NPD de la campagne. Je vais le dire en anglais. We will maintain the lowest corporate tax rate in Canada. La Saskatchewan, 12 %, Ontario, 11,5 %, Alberta, 11 %. À quel point le parti a viré loin à droite. Puis ça enthousiasme personne, évidemment. Et ça fait que l'UCP pourrait réussir à rester au pouvoir. C'est incroyable. Ce qu'on voit ici, c'est la logique du réformisme poussé à sa conclusion absurde, vraiment. Que si on accepte le capitalisme, ben, on accepte ses lois. En Alberta, ben, ça veut dire accepter le règne des barons du pétrole. Au Québec, c'est un peu différent. Il y a Québec solidaire. QS, c'est pas le NPD, mais on voit une tendance similaire. Ça, évidemment, à accepter le capitalisme, à constamment se modérer. Ils veulent montrer que leur programme est réaliste dans le cadre du système. Puis ils veulent pas paraître trop radical. Je ne sais pas si vous vous rappelez, aux élections de 2018, QS était attaqué par le Parti québécois, traité de communiste, de marxiste. Mais QS avait fait une percée quand même. Ils avaient gagné 16 % des votes, leur meilleur score. Ils avaient des revendications audacieuses au cœur de la campagne électorale. Puis après 2018, on avait la CAQ au pouvoir, évidemment. QS est en train de devenir le principal pôle à gauche. Dans le milieu, le Parti québécois était vraiment au bord de l'effondrement. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? QS a permis au Parti québécois de renaître. I guess. Puis, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode du Serment au roi cet automne, qui a finalement été aboli au Québec. C'est une bonne chose. Mais c'est qui a mené la lutte? C'est pas QS. C'est le Parti québécois. Et puis les députés de QS ont fini par accepter. C'est pas supposé être difficile pour des nationalistes de gauche de ne pas prêter serment au roi. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui montre que l'incapacité de QS, du leadership, de prendre des positions fermes contre l'establishment, contre les institutions. Ils acceptent les règles du jeu. Le résultat, le PQ est en 2e place de tous les sondages depuis, je pense, décembre. C'est censé être fini. Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Je pense qu'on peut dire que, généralement parlant, c'est improbable que l'arène électorale soit le cœur des luttes de masse dans l'avenir proche. Puis au niveau électoral, bien, ceux qui profitent de la colère en ce moment, c'est surtout la droite populiste.
c'est quand même important de ne pas devenir sectaire. Puis c'est sûr qu'à un stade ou à un autre, la lutte, la colère des masses, ça finit par trouver une forme d'expression parlementaire. Mais ça, c'est peut-être un stade plus loin que le stade où on se trouve en ce moment. Mais si la lutte des classes est bloquée ou empêchée de s'exprimer sur le front politique, mais c'est ailleurs que ça s'exprime. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est notamment le front industriel. On voit que le mouvement ouvrier commence à se réveiller au Canada. En 2022, c'était le plus grand nombre de jours de grève depuis 15 ans. Si j'ai bien calculé, 2023, la grève de la FPC tout seul dépasse 2021. Puis il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y en aurait pas eu de grève de la FPC. Ce qui serait arrivé, c'est que le 18 avril à minuit, il y aurait eu une entente de principe, 1 ou 2 % par année. Les travailleurs n'auraient pas été très contents, mais ils auraient probablement accepté parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est plus comme ça. On est dans une nouvelle époque. Puis il faut se rentrer ça dans la tête. Que le contrat social d'après-guerre, il est fini. Les patrons, les gouvernements ne veulent pas faire de concessions. Puis les travailleurs ne peuvent pas se permettre de ne pas manger, de ne pas payer leur loyer. C'est intéressant aussi l'attitude agressive de la classe capitaliste. La grève de la FPC était impressionnante, mais ce n'était pas la révolution. Mais checkez la presse bourgeoise. Je ne sais pas si vous avez vu le Ottawa Sun. On connaît les journaux Sun en général, qui appartiennent à Pierre-Carl Pellado, d'ailleurs, qui fomente l'anglo-chauvinisme dans le Canada anglais puis le nationalisme québécois. Mais dans tous les cas, tous les journaux Sun et Québécois sont anti-travailleurs. Mais le Ottawa Sun a publié une lettre qui s'appelle il est temps que les syndicats disparaissent. C'est incroyable. C'est le genre de truc auquel il faut s'attendre, que les riches deviennent plus agressifs. C'est la nature de l'époque. Il y a des gros conflits qui s'en viennent. Puis ça peut venir plus vite qu'on pense. Puis pour ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que la grève en éducation en Ontario. Il faut vraiment tirer toutes les leçons de cette lutte-là. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie du document qui porte là-dessus. Donc Doug Ford avait laissé de côté toute considération de respecter la négociation, les droits des travailleurs, etc. Il pensait pouvoir facilement écraser le syndicat avec la loi spéciale puis la clause non-obstant. Puis il y avait des reportages dans les journaux qui disaient que Doug Ford n'a jamais vu venir la grève illégale. Il s'attendait à tout sauf ça. Mais la loi spéciale et la clause non-obstant, ça a mis le leadership syndical devant un choix. Soit la pire capitulation imaginable ou défier la loi spéciale. Puis on sait ce qui s'est passé. Ça fait des années que nous, on dit qu'il faut défier les lois spéciales de retour au travail. Qu'on est les seuls qui proposent d'escalader vers une grève générale. On se fait dire que c'est utopique, que c'est pas possible. Mais on a vu que c'est possible. C'est la seule manière de gagner. Il y a beaucoup de leçons qu'on a discutées à tous les niveaux depuis les derniers mois. Mais je dirais que la plus importante, celle qu'on doit expliquer constamment, c'est l'immense pouvoir de la classe ouvrière quand elle n'est pas retenue par sa bureaucratie. Une autre chose à retenir, puis ça fait déjà une couple de fois, je le dis, c'est que c'est la nouvelle norme des luttes comme ça. Ça ouvre une période où les travailleurs vont redécouvrir leur tradition, puis forcer leurs dirigeants syndicaux à lutter. Il y a aussi une leçon importante sur le rôle de la bureaucratie syndicale. On dit souvent que la crise de la société aujourd'hui, c'est la crise de la direction de la classe ouvrière. Bâtir la riposte socialiste, Fight Back, c'est travailler à résoudre ce problème-là. Puis on voit que les défaites du mouvement ouvrier sont dues aux freins de la bureaucratie, du leadership du mouvement. Puis ça, c'est une généralisation qui est vraie, mais on ne peut pas avoir une interprétation fataliste de cette idée-là, que toutes les luttes vont être trahies tout le temps, à chaque moment, jusqu'au jour où les marxistes dirigent les syndicats. Non, c'est pas ça qui se passe. Des victoires partielles, c'est possible. Puis c'est ça que ça a montré la grève en éducation. Commencer par une victoire partielle contre la loi spéciale, qui va avoir des répercussions dans le mouvement syndical partout. C'était grâce à la pression des travailleurs de la base. Mais c'est un cas du rôle contradictoire du leadership syndical, notamment de son aile plus à gauche, mettons. Ils ont joué un rôle positif au début, mais qui ont éventuellement accepté une mauvaise entente de principe avec le gouvernement, qui ont joué un rôle négatif par la suite. Mais c'est dans la nature même de ces leaders-là, qui sont soumis à la pression de leurs travailleurs qu'ils représentent, peuvent avancer la lutte, mais en tant que réformistes de gauche, ils n'ont ultimement pas confiance dans la possibilité de la classe ouvrière de changer la société. Ils n'ont pas mené la lutte jusqu'au bout. Mais donc, c'est ça que ça a montré, la grève de l'éducation en Ontario, c'est de s'attendre à l'inattendu, de ne pas avoir une attitude fataliste face à la lutte, de suivre le processus à mesure qu'il se développe, d'encourager chaque vrai
avancées, mais critiquer chaque recul des réformistes de gauche ou des leaders syndicaux qui ont un langage militant et tout. Et donc, dans ce processus-là, de gagner les travailleurs les plus radicalisés en expliquant patiemment chaque étape. Puis il ne faut pas l'oublier, on est vraiment juste au tout début d'une période de lutte. Je pense que c'est rien comparé à ce qu'on va voir dans l'avenir. Mais aussi, ça peut changer le caractère de la direction syndicale. Parce qu'à coup d'approximation, les travailleurs vont voir le rôle négatif de leurs dirigeants, puis élire des leaders plus près de la base ou plus combatifs. On l'a vu aux États-Unis après la grève qui ne s'est pas passée du rail aux États-Unis, qu'une partie des travailleurs, un des locaux syndicaux ont voté pour changer de président. C'est juste un aperçu de ce qui s'en vient. Unité CGT en France, qui n'ont pas pris le contrôle de la CGT, mais vous voyez ce que je veux dire, la montée d'une aile gauche dans le syndicat. C'est de ces processus-là dont on parle, que cette colère-là va finir par s'exprimer dans le mouvement syndical. On est vraiment devant une période excitante. Puis c'était vraiment fascinant de voir en temps réel la conscience de classe des travailleurs pendant la grève de la FPC. Aussi la contradiction, le problème du leadership. Dans un des groupes Facebook des travailleurs de la FPC, il y avait beaucoup de commentaires après l'entente de principe. Toutes sortes de commentaires, les gens étaient super fâchés. Mais il y a un commentaire que j'ai retenu en particulier. Quelqu'un qui disait « Salut tout le monde, c'est une vraie question, tombez-moi pas dessus. Mais est-ce que c'est déjà arrivé de rejeter une entente et d'avoir un meilleur résultat? » Fair enough, c'est une très bonne question. Mais puis, beaucoup de travailleurs étaient en colère. Mais après ça, tu as commencé à voir des gens qui disent « On n'aura pas de meilleure offre. » Le comité de négociation, ils ont dit que c'était le maximum qu'ils pouvaient avoir. Puis il n'y en a pas d'alternative visible en ce moment, du moins. Ça, pour moi, ça montrait concrètement le problème de la crise de la direction du mouvement, mais aussi le potentiel pour la lutte. Il y a une lutte en particulier à surveiller, c'est le Front commun intersyndical au Québec. François Legault offre 9 % sur 5 ans en augmentation salariale. C'est pire que leur offre d'il y a 3 ans. Puis les syndicats du Front commun, c'est 400 000 travailleurs. Ils demandent l'indexation des salaires. C'est irréconciliable. C'est même pas proche. En 2020, les travailleurs du secteur public avaient accepté 2 % par année. La direction syndicale avait poussé pour ça. Ils avaient accepté l'appauvrissement. Mais ils ne peuvent pas faire ça cette fois-ci. Les leaders syndicaux du Front commun, ils ont déjà dit qu'ils n'allaient pas accepter la même chose que la FPC. Ils parlent déjà de faire une grève illimitée à l'automne. Déjà un premier syndicat de profs qui a voté pour une grève illimitée à l'automne. C'est mon avis qu'on va vers un grand conflit de classe au Québec. La CAQ a une popularité relative, on peut dire, mais qui est temporaire. Puis s'il s'attaque aux travailleurs, il va la perdre, sa popularité. Il y a la question de la loi spéciale qui se pose, évidemment. Legault, qu'il soit au gouvernement ou dans l'opposition, a toujours été le premier à demander des lois spéciales. Mais tout le monde a remarqué ce qui s'est passé en Ontario. Peut-être que Legault va être plus prudent que Ford, mais aussi les travailleurs ont vu que c'est possible de défier. Fait que c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Mais je dirais aux camarades du Québec qu'il faut se préparer à un automne chaud, puis éventuellement discuter de comment on intervient dans le mouvement pour trouver les travailleurs radicalisés, puis les gagner à la nécessité d'une organisation révolutionnaire. Mais il faut garder les yeux grands ouverts sur les jeunes. Le 13 % de jeunes qui veulent le communisme. Tous les grands mouvements des dernières années ont été menés par des jeunes. On a vu un mouvement de masse sur la crise climatique au Canada, le mouvement contre l'oppression des personnes noires, la violence policière, puis l'oppression des Autochtones. Puis un mouvement de masse sur n'importe quel de ces enjeux-là peut revenir. Il y a du matériel combustible partout dans la société. Il y a l'Alberta qui est littéralement en feu. L'oppression des Autochtones n'est jamais partie. Puis les budgets policiers n'ont jamais été aussi élevés. La violence policière, jamais aussi intense. C'est à ça qu'il faut se préparer. On parle souvent de la bureaucratie syndicale comme un obstacle à la révolution. Mais il y a un autre obstacle qui est presque aussi important. Le doomerism, le pessimisme. Il y a plein de jeunes qui savent que le capitalisme détruit la planète, qui pensent qu'on ne peut rien faire. Puis ce qui reste de la gauche participe pleinement à cette humeur-là. Ils cultivent ça. On a des gens de gauche qui ont complètement abandonné la perspective de renverser le capitalisme. Puis on doit contraster par tous les moyens avec cette attitude-là. On est la voie de l'optimisme. C'est ça que ça offre le marxisme en tant que théorie. C'est une vision à long terme de l'histoire qui va au-dessus de juste l'immédiat, ce qu'on voit devant nos yeux. Notre optimisme, c'est aussi la confiance que la classe ouvrière va gagner. Donc, on a confiance dans la classe ouvrière. Puis avec le déclin du système, il y a des millions de gens qui vont être ouverts à nos idées. Puis le marxisme
va faire du sens, va avoir du sens aux yeux de millions de jeunes. Mais ça n'arrivera pas si on ne construit pas d'organisation. Ça, c'est la tâche de nous dans la pièce, c'est la tâche de notre génération, de bâtir l'organisation qui va mener à une révolution de notre vivant, puis d'en arriver un jour à une société communiste. C'est ça notre projet, camarades. Fait qu'il faut se mettre au travail. Merci.